La Chine a voté cette année une loi pour contrôler les activités des ONG étrangères. Ce texte, qui entrera en application en 2017, étend le pouvoir de la police sur ces ONG présentes dans le pays. Celles que Pékin considère comme une menace pour sa sécurité nationale devront désormais s'associer à un organisme contrôlé par l'État. Mais aussi et surtout, cette loi donne l'occasion à Pékin de contrôler plus strictement les associations chinoises qui reçoivent aide et financements étrangers. Alors, comme vous allez le voir, elles s'inquiètent pour leur avenir. Entre Pékin et Shenzhen, le reportage de Pierre-Philippe Berson et Charlie Wang. C'est l'un des espaces naturels les plus préservés de Chine. Dans les montagnes du Sichuan, les membres de l'ONG WWF œuvrent pour la sauvegarde de l'environnement. Leurs actions sont déjà surveillées par le pouvoir chinois. Elles pourraient devenir encore plus encadrées. Une nouvelle loi prévoit de museler les activités des ONG étrangères dans le pays. WWF est le seul organisme à avoir accepté de nous recevoir pour l'évoquer. Mais devant notre caméra, pas question de critiquer le nouveau texte. Comme partout ailleurs où nous travaillons, nous obéissons aux lois du pays qui nous accueille. Donc si la loi change, nous appliquons ces changements. Hors caméra, un responsable de l'ONG veut mettre fin à l'interview. D'accord, donc vous pensez que c'est seulement la procédure d'enregistrement qui va changer? Le sujet est sensible. WWF est installé en Chine depuis 36 ans et entretient des rapports étroits avec les autorités. Mais d'autres ONG étrangères, elles, sont beaucoup plus inquiètes. Désormais, toutes seront sous contrôle du ministère de la Sécurité publique. Et elles ne sont pas les seules concernées. Indirectement, les associations locales aussi sont menacées. Comme celle de Wu Guijun à Shenzhen. Dans cette ville surnommée l'usine du monde, il défend les droits des travailleurs. Quand les ouvriers viennent ici, on se réunit autour de cette table. C'est là qu'on échange sur les problèmes qu'ils rencontrent. Il a créé son association il y a 1 an et est déjà sous pression des autorités. Désormais, le harcèlement de la police est quotidien. Ils veulent sans arrêt discuter avec moi. Alors ils m'invitent à boire le thé pour recueillir des informations. Quand on se voit, ils me demandent ce que je fais, qui sont les gens que j'ai rencontrés et d'où provient mon argent. Dans ces locaux, chaque jour, les ouvriers sont un peu plus nombreux. Wu Fengjun est couturière pour une grande marque de vêtements. Elle vient ici tous les mois. Son usine va déménager. Elle est inquiète pour son emploi. J'ai peur que les autorités limitent les actions des ONG locales, ou pire, les ferment définitivement. Parce qu'après, il n'y aurait plus personne pour nous venir en aide. Aujourd'hui, les actions de Wu Guijun sont menacées. Tenez, voici une brochure gratuite sur le droit du travail. Allez-y, prenez-le. Vous verrez quoi faire si vous perdez votre emploi et comment réclamer vos heures supplémentaires. Pour continuer à défendre les ouvriers, il a besoin d'un soutien financier et logistique d'ONG étrangères. Mais la nouvelle loi va entraver leurs possibilités de collaboration. Pour le moment, on continue à se financer nous-mêmes. Mais on aimerait se tourner vers l'étranger pour avoir des aides financières. Mais la nouvelle politique de l'État n'est pas très claire concernant l'argent qui vient de l'extérieur. Alors on ne sait pas trop quoi faire. Zhang Jiju, lui, est une figure parmi les ONG locales. Cela fait plus de 10 ans qu'il défend les droits des travailleurs. Il est une cible privilégiée des autorités. En moins de 2 ans, il a dû déménager ses bureaux 15 fois. Là, au 6e étage, c'était nos anciens bureaux. Pourquoi est-ce que vous êtes parti ? Le gouvernement local nous empêchait de rester, mettait la pression sur le propriétaire lui demandant d'arrêter de nous louer l'appartement, parce qu'on défend les droits des travailleurs. Selon eux, à cause de nos actions, il n'y a pas une bonne ambiance de travail dans les usines. L'activiste nous conduit alors dans son nouveau local. Un espace tout neuf financé grâce aux 80 000 € versés chaque année par des ONG basées à Hong Kong et aux États-Unis. Zhang Jiju nous montre les actions qui ont contribué à sa renommée. Comme cette manifestation immense il y a 2 ans. Pour l'avoir organisée, la police l'a envoyé en prison. Avec la nouvelle loi, l'avenir, il le sait, sera encore plus compliqué pour lui. L'objectif de l'État avec cette loi, c'est de limiter l'existence de ces ONG qu'il considère comme suspectes, sensibles.
C'est pourquoi il veut couper nos entrées d'argent pour pouvoir frapper fort contre nos activités. La loi entrera en application le 1er janvier 2017. D'ici là, les ONG étrangères et les associations locales seront obligées de repenser leur organisation, sans quoi la société civile se retrouverait totalement verrouillée. La Chine connaît un ralentissement de sa croissance et une chute de ses exportations sans précédent. Conséquence de cette baisse d'activité, les fermetures d'usines s'enchaînent et nombreuses villes industrielles sont désertées. Dans le port de Nantong, au nord de Shanghai, les chantiers navals ferment les uns après les autres, laissant des milliers d'ouvriers au chômage. Le reportage de Clémence Dibou et Charlie Wang. Sur les bords du fleuve Yangtze, le bassin industriel de Nantong au nord de Shanghai. C'est l'un des bastions de la construction navale en Chine. Une activité florissante ces dernières années qui a attiré de nombreux ouvriers de tout le pays. Mais depuis quelque temps, les chantiers ferment les uns après les autres et certains quartiers prennent des allures de villes fantômes. Dans les logements alentours, la question du chômage est désormais sur toutes les lèvres. L'an dernier, avec mon mari, on a perdu notre emploi. On a dû aller chercher du travail de l'autre côté de la ville. Mais il n'y a plus assez d'activité dans les chantiers. Je gagne moins d'argent. Je ne travaille qu'une dizaine de jours par mois et ça fait moins de salaire. C'est presque pas assez pour vivre. Si ça continue comme ça, je pense rentrer chez moi dans le Yunnan. Faute de travail, beaucoup sont déjà repartis dans leur province d'origine, comme en témoignent ces dortoirs ouvriers laissés à l'abandon. Et autour des chantiers, c'est toute l'économie locale qui est fragilisée. Il y a moins d'ouvriers à venir manger. Avant, le restaurant faisait entre 100 et 130 euros de chiffre d'affaires par jour. Maintenant, c'est plutôt 50 ou 80 euros. Je ne sais pas ce que ça va donner pour le futur. On va voir. Avec le ralentissement économique mondial, le transport maritime marque le pas. Les commandes de bateaux ont chuté de 40% en 2015. Même les grands groupes ne sont pas épargnés. Le chantier naval Nantong Mingde Industry était l'un des plus gros constructeurs de pétroliers dans la région. Il employait près de 8000 ouvriers. Mais faute de commandes suffisantes, il a fait faillite l'an dernier. Le chantier s'étendait jusqu'à 2 km au loin, c'était immense. Et de l'autre côté de la route, c'était encore à eux avec les dortoirs des ouvriers. Mais il n'y a plus personne maintenant. Du coup, les salaires ne sont pas bons, environ 20 euros par jour. Et pour les nouveaux, c'est plutôt 15 euros. Il y a quelques années, on n'aurait jamais vu ça. Tout le monde va mal, c'est dur pour eux. L'entreprise aurait cumulé près de 60 millions d'euros de dettes auprès des banques locales. Des chantiers bénéficiant depuis des années de prêts préférentiels et surtout de larges subventions. C'est ce qu'on appelle désormais en Chine les entreprises zombies, une activité non rentable, mais maintenue en vie grâce à d'importantes aides publiques. Et pour ce consultant auprès de chantiers navals, les gouvernements locaux ont surtout favorisé la surproduction industrielle. Leur objectif, c'était de gonfler le plus possible le PIB. C'est pour cela qu'ils ont investi massivement dans ce genre d'industrie et aujourd'hui il en résulte une surcapacité très importante dans le secteur. Car avec le ralentissement économique, on n'a plus autant besoin d'acier, de charbon, de verre ou de chantier naval. Et quand le gouvernement arrêtera de faire des prêts à ces chantiers, ils ne survivront pas. Car Pékin entend moderniser son industrie et a annoncé vouloir mettre fin au soutien public des entreprises non rentables. Mais la directive passe mal, car pour les régions, ces faillites signifient moins d'argent public et surtout moins d'emplois à offrir à la population. À Nantong, la question reste sensible. Alors que nous tentons d'interroger ces commerçants, un habitant leur ordonne de ne plus nous parler et décide d'appeler la police. Allô ? Oui, venez, on voit plusieurs personnes. Il y a des étrangers ici. Pour l'instant, je suis là pour que personne ne le parle. Les journalistes, ils me parlent de liberté de la presse. Mais là, ils sont chez nous. À terme, un tiers des chantiers navals de Nantong pourrait disparaître. Des dizaines de milliers d'emplois sont concernés, alors que la Chine, leader mondial de la construction de bateaux, cumule toujours près de 40% des commandes mondiales. Direction à présent les Philippines et la grande île méridionale de Mindanao.
C'est sur ce territoire que vit la plus importante communauté musulmane de ce pays, à grande majorité catholique. Eh bien ici, les rêves d'indépendance et l'hostilité vis-à-vis du pouvoir central de Manille ne datent pas d'hier. Les combats entre armées philippines et une myriade de guérillas, la plupart islamistes, d'autres d'inspiration marxiste-léniniste, ont fait plus de 200 000 morts en 20 ans. L'un des principaux groupes armés de la région est le Front islamique de libération, Moro. Il rêve d'établir un califat à Mindanao alors que les thèses d'islam extrême développées ailleurs par l'organisation de l'État islamique gagnent en popularité. Notre reporter Cyril Payen s'est plongé dans ce hub islamiste de l'Asie du Sud-Est. Voici son reportage. Voici le commandant Bravo, l'un des chefs islamistes les plus insaisissables des Philippines. C'est dans le grand sud musulman en proie à la violence et à l'anarchie que nous sommes partis à sa recherche. Notre enquête débute dans la ville de Marawi, dite la perle islamique de Mindanao, la grande île à majorité musulmane du sud des Philippines. Marawi est un cas unique dans l'archipel. La vie y est régie par la charia, la loi islamique. Mais Marawi est aussi et surtout une capitale de tous les trafics et du kidnapping que se disputent des barons locaux. Aga Khan Sharif, dit Ben Laden, est l'un d'entre eux. Il est officiellement candidat pour le poste de vice-gouverneur et plus officieusement sympathisant des rebelles islamistes. Ben Laden est un proche de l'homme que nous cherchons. Il a accepté d'essayer de nous mener à lui. La situation est tendue dans son camp de Lanao, parce que lui et ses hommes sont accusés d'avoir organisé une embuscade sur la route contre le maire de la ville. Nous roulons plusieurs heures vers l'est à travers la province de Lanao. Nous passons de nombreux barrages de l'armée, sans encombre. Finalement, la voiture s'arrête dans un hameau perdu. Guidés par notre escorte, nous allons bientôt quitter la route pour nous enfoncer dans les montagnes et disparaître en zone rebelle. La caméra doit s'arrêter de tourner. Voici l'un des hommes les plus recherchés des Philippines, un seigneur de guerre islamiste qui ne se déplace jamais sans sa garde rapprochée. C'est le commandant Bravo, un ancien du front russe en Afghanistan. Et dès le début, il donne le ton. Vous avez de la chance d'être français. Si vous aviez été américain, vous ne repartiez pas d'ici. Si Ben Laden a fait ce long voyage, c'est aussi afin d'obtenir le soutien du commandant Bravo. Bien que vivant dans la clandestinité, son influence pèse sur toute la région. La vidéo de campagne électorale de Ben Laden aborde tous les thèmes chers à la population de Marawi. Défense de l'islam, insurrection, instauration d'un sultanat. Je souhaite ton succès et celui de tous les musulmans. Si Dieu le veut, Dieu est grand. On dit que l'organisation de l'État islamique s'est implantée ici. Quelle est votre réponse ? Oui, il y a des cellules de l'État islamique local implantées ici. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'étrangers présents à leur côté. Nous avons un but commun, la suprématie de l'islam. J'espère que ces cellules nous rejoindront et que nous serons bientôt tous unifiés. Il y a pas mal de jeunes volontaires de la région qui partent combattre en Irak et en Syrie. Mais ils le font de leur propre initiative et seuls. De mon temps, nous ne partions pas combattre en Afghanistan sans en avoir reçu l'ordre. Du coup, ces jeunes combattants sont difficiles à contrôler. Le commandant Bravo nous a retrouvés avec ses hommes dans un camp intermédiaire. Les premiers postes de l'armée philippine sont à moins d'1 kilomètre, mais Bravo tient à nous montrer qu'il règne en maître sur son territoire. Nous sommes nés ici, nous ne partirons pas. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous protéger. Ils sont tous avec moi sur cette ligne de front depuis l'année 2000. Ici, c'est la victoire ou le martyr. La victoire ou le martyr. Retour de nuit à Marawi avec une escorte rebelle. Il y a 2 jours, il y a eu des meurtres en plein centre-ville. Et en plus, il y a de plus en plus de kidnapping en ce moment. Cette ville est vraiment en train de pourrir.
Plusieurs groupes armés dans le sud philippin ont fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Nous avons un rendez-vous discret avec de jeunes militants de Marawi. Ici, nous avons plus de 3000 oulémas. C'est le plus grand nombre de professeurs en religion de toute la région de Mindanao. C'est pour cela que le niveau d'études et de compréhension de l'islam est très élevé ici à Marawi. C'est aussi pour cela qu'il y a un sentiment anti-impérialiste aussi répandu. Le temps est venu que Manille, l'impérialiste, comprenne la vraie nature de notre combat pour l'autodétermination du peuple moro. Tous ceux qui vivent ici dans ces 3 provinces ont la même idée, celle de la suprématie d'un État islamique. Ce sont nos dernières heures à Marawi. Dès l'aube, nous allons quitter cette terre d'islam qui semble dériver chaque jour un peu plus vers l'inconnu. On se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.